On est dimanche avec monsieur Guillaume Pelletier. On est sur NoSense et on débrief l'UFC de ce week-end. C'était Arman Saroukian contre Benik Dariush. Salut Guillaume, comment tu vas? Mais ça va super bien. Quand je partage une vidéo avec toi, ça va toujours très très bien. Donc voilà, merci à toi pour l'invitation et merci aux centaines de milliers d'auditeurs qui écouteront ce podcast. J'espère. Donc voilà, c'est J'espère, parti, hein. j'espère. Bah, c'était une sacrée carte. Déjà, est-ce qu'elle t'a plu? Moi, j'ai pas fait de live exceptionnellement. Du coup, j'ai vraiment profité de la soirée. Et franchement, c'était une belle fight night. J'ai surtout apprécié aussi la carte préliminaire. Je sais pas ce Ouais, ouais, ouais. Bah pour le coup, comme en France, enfin moi je suis en Bulgarie, mais on n'a qu'une heure d'écart. Comme ça passait très tôt en soirée, du coup j'ai commencé depuis le premier combat de la carte préliminaire. C'était une belle soirée. C'était une belle soirée pleine de surprises. Deux, trois combats dont j'attendais pas cette issue et c'était vraiment cool. Donc vas-y, hein, on décrypte, c'est parti, hein. Il y avait le combat dont je veux parler, c'est celui qui était entre Rodolfo Bellato, si tu as regardé, et Ior Potieria. Ouais, ouais, j'ai vu ce combat. J'ai vu ce combat. Franchement, cette fight card était incroyable. Pour moi, Potieria était archi challenger, il n'avait aucune chance de gagner. Et il a failli créer la surprise, hein, tu as vu, c'était incroyable. On a vu la résistance de Rodolfo. Ah, plus que ça, hein, plus que ça. Pour moi, il allait le finir et gros retournement de situation. Je pense que ceux qui ont pris leur billet ce soir-là, au Texas, en ont eu pour leur argent concrètement. Donc, ouais, c'était. Ah, c'était incroyable, c'est ce genre de combat qu'on aime. Et je m'attendais à cette issue, mais en revanche, je n'attendais pas ce style de combat entre les deux. Et pour le coup, ben voilà, c'est vraiment le MMA qu'on aime, c'est vraiment ce qu'on aime regarder. Et superbe combat, superbe match-up. Potieria, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps pour avoir connu toute cette équipe d'Ukrainiens, tu sais, avec Roman Dolidze, avec Sergei Spivak. Et je pensais pas qu'il serait capable de faire ce genre de parcours à l'UFC. Pour le coup, je le trouve plus qu'honorable. Et c'est quelqu'un que, pourquoi pas, j'aimerais faire croiser avec un monsieur qui s'appelle Omar Sy. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour un premier combat, Ouais, ouais, ça peut être beau sympa. combat, Ça, ça, ça ça, me pour- plairait. ça pourrait être très sympa. On va passer directement, je pense, à la carte principale et sauter le premier Mhm. combat parce que, somme toute, dans le classement, en fait, il n'était pas très intéressant parce que c'était le genre de match-up qui était fait pour savoir lequel va être cut et lequel va encore avoir sa chance, grosso modo, parce qu'ils étaient sur Mhm. pas mal de défaites chacun d'affilée. Et du coup, c'était Sean Brady qui est venu se tester, enfin, c'est plutôt Gastelum qui est venu se tester dans la catégorie d'en dessous en welterweight. Il a perdu. C'était assez prévisible. Est-ce que tu penses qu'il a un avenir encore dans cette catégorie? Il ferait mieux de remonter ou prendre sa retraite? C'est quoi la suite pour Gastelum? Et est-ce que le faux pas d'Abu Dhabi pour Sean Brady est un peu effacé avec sa performance de hier soir? Alors, on va commencer par Gastelum. Pour te répondre, il suffit juste de regarder la série en cours. Il est sur un 2-6. C'est extrêmement compliqué à l'heure actuelle. Dernière victoire, on le rappelle, donc en avril 2023. Et avant ça, sa dernière victoire était en 2021. C'est compliqué, c'est une période très compliquée. On peut comprendre le fait qu'il ait voulu descendre en welterweight pour augmenter ses chances. Je crois même qu'il avait eu un superbe parcours au TUF en welterweight, où il avait enchaîné les victoires. Mais j'ai bien l'impression que Gastelum, il faut plus l'attendre dans le haut du classement parce que le niveau qu'il montre aujourd'hui en combat est très éloigné de ce qui peut se faire dans le top à l'UFC. Donc ouais, c'est une période très très compliquée pour Gastelum. Qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, je suis d'accord. Moi, j'avais découvert Gastelum lors de The Ultimate Fighter à l'époque, quand je sortais du lycée, avec son affrontement contre Uriah Hall, que je pensais être une vraie pépite qui a pas conclu, enfin, qui a pas concrétisé non plus. C'est vrai que j'ai du mal, moi, en fait, quand il y a des mecs comme ça qui m'ont fait kiffer par le passé, voire un peu s'acharner. Et c'est surtout que, tu sais, je regarde leur chaîne YouTube et leurs interviews, et c'est surtout là, j'ai l'impression, tendance à se bercer d'illusions à un moment donné, parce que c'est des mecs qui te parlent encore de ceinture, de run pour le titre, etc. Alors qu'on sait concrètement qu'ils sont plus vraiment en mesure physique, alors que c'est pas une question de détermination, et j'ai du respect aussi pour ces mecs-là, mais tu sais que voilà, leurs ambitions ne vont pas avec ce qu'ils sont capables de faire à leur âge et leur niveau actuel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bien d'être ambitieux, mais il faut aussi être réaliste.
et être en accord avec ses performances. Et aujourd'hui, Gastelum est, comme je l'ai dit, très très loin d'un top UFC. Donc, je ne sais pas quel va être l'avenir pour lui, mais franchement, je sais même pas quoi te dire en vrai. Et la question, c'est est-ce qu'on a envie de le revoir, même Gastelum, tu vois? Aujourd'hui, il nous apporte plus aucune sensation. Enfin, je sais pas, t'as pris du plaisir à le voir, toi, hier? Hier, non. Hier, non. Après, à savoir qu'il était sur la carte, oui. Tu sais, c'est le genre de. Ouais. Tu penses une ou deux fois dans ta semaine en te disant, ah ouais, c'est vrai, il y a Kelvin. Mhm. Parce que bien sûr, on l'a vu dans des guerres incroyables et dans des épopées assez folles. Moi, que ce soit au TUF ou dans ses guerres contre Adesanya. Mais bon, là, ça a ses limites. Il y a aussi un autre que moi, je veux plus revoir avec tout le respect et le kiff que j'ai pour lui, c'est Clay Guida, tu vois. Pour moi, Mhm. c'est Ouais. il faut laisser ça au Bellator ou au PFL, les mecs de 41 ans, pour moi, tu vois, sans critiquer quoi que ce soit, hein. C'est toujours divertissant, On est mais tout à fait d'accord. à Bah, l'UFC, après, pour revenir sur Gastelum, il y a peut-être aussi l'opposition de style qui lui a posé problème, parce que Sean Brady, c'est quand même un mec qui est vachement chiant à regarder, vachement axé lutte sol, et peut-être que cette opposition ne convient pas à Gastelum, qui a plus un profil de boxeur. On l'a vu lors de son combat contre Adesanya, bien sûr. qui est un combat qui quand même restera dans la mémoire, je pense, de chacun. Je crois que le style de Sean Brady n'était pas pour Gastelum, mais quoi qu'il en soit, Gastelum aujourd'hui, enfin, on prend plus de plaisir à le voir, donc il faut qu'il s'éloigne gentiment Non. des tatamis. Et Sean Brady, bah, fait du Sean Brady en fait. Je suis pas un grand fan de ce style de combattant. Je le trouve pas très tranchant, je le trouve très sérieux dans son domaine effectivement. Mais est-ce qu'il t'apporte des sensations quand tu le regardes, Sean Brady? Est-ce que tu prends plaisir à le voir évoluer? Alors, tu sais très bien que j'ai une sensibilité particulière pour la lutte, donc c'est un style que je trouve impressionnant quand ça va au finish, en fait. Ça veut dire que je sais aussi la dureté d'un Gastelum, ça veut dire que la performance, elle paraît un peu chiante, mais je pense juste qu'il s'est pas laissé soumettre au premier, alors qu'il y aurait eu de la place et que d'autres mecs auraient été soumis au premier round par Sean Brady ou terminés en ground and pound, et à partir de là, Ouais, avec une prise de dos très rapide en plus dans le premier c'est round, quoi. ça, ou des gros coups d'une ouverture, un finish en grand and pound au premier, bah tout de suite on aurait dit ah ouais, Sean Brady c'est hyper spectaculaire. Donc au final, il y a plus eu une approche à la Khabib si tu me suis où il l'a fait craquer sur le long terme, tu vois. Euh, Mhm, mhm, on va dire qu'il lui a fait le game plan que prévoit Benoît, mais il arrive jamais jusque là, tu vois. Donc mhm. Bah, en tout cas, moi, Sean Brady ne me procure rien de spécial quand je le vois combattre en toute franchise. Donc, c'est pas un combat qui, à mon avis, restera dans les annales de l'UFC. ok, bah on passe à la suite. Alors, Davidson Figueiredo qui a fait sa montée des flyweight vers les Ouais, bantamweight et il a reçu le neuvième de la catégorie bantam en la personne de ouais. Rob Font, gros Je me striker. demande même si c'était pas le huitième, il me semble. Ok, alors peut-être que Ouais, je crois que c'était le huitième. vous nous direz dans les commentaires en même temps que vous vous abonnez et que vous activez la cloche, c'est important. Donc, Ah, les gars, participez au jeu, les gars. On vous fait des petits débriefings, tout ça, mais on veut absolument vos avis. Le but du jeu, c'est qu'on partage, donc n'hésitez pas, les gars. ouais, Donnez-nous votre avis, ça nous intéresse. on reprendra aussi les questions pour les prochains éventuellement, tu vois. Donc ça peut être sympa. Top, top. J'ai eu peur. Alors moi, je pensais vraiment que Rob Font, il allait faire le travail parce que j'ai toujours du mal avec les mecs qui montent et je pensais que Mhm. l'écart de poids, il allait se faire ressentir et j'étais assez confiant lors du premier round parce que sur le premier 1-2, la première fois qu'il est touché, Figueiredo, il avait vraiment Il recule contre ouais, la cage? Ouais, il recule et t'as vraiment l'impression qu'il se dit ah ouais, c'est pas la même puissance et en ouais, fait, il était juste en train de s'adapter, tâter le terrain tout à fait. et dès qu'il a touché, qu'il a compris que ça allait le faire, et ben il a déroulé en champion qu'il est et qu'il a été. Voilà. C'est exactement ce que je me suis dit. En fait, au début, je l'ai trouvé très hésitant, mais juste en fait, il voulait prendre ses marques, il voulait voir comment ça cognait, est-ce qu'il y avait vraiment du danger. Et après la première minute, il a commencé à dérouler. Et en fait, c'est vraiment une masterclass de la part de Figueiredo qui a roulé sur son adversaire pendant trois reprises, qui aurait même pu le finir. Il n'y a pas eu fight, hein, tu es d'accord avec moi? Hum, hum. Voilà, il n'y a pas eu combat. Donc la montée de Figueiredo a été une bonne chose. Bah, tu remarqueras qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses sont en train d'évoluer et que de plus en plus de combattants arrêtent de se buter à coups de cutting, montent en KT, et ça a l'air de réussir en toute franchise pour beaucoup de combattants aujourd'hui. Il y a certains athlètes à qui ça réussit, ça sourit, et moi ça me fait plaisir. Après, de là à pouvoir parler d'un MMA sans cutting, je pense qu'on en est très loin encore. Alors, sans cutting, non, 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 mais je pense avec des bases raisonnables, tu vois, je pense que les 15 kilos de cut, c'est terminé aujourd'hui, quoi. Hum,
Bien sûr. La suite, Et ça se ressent sur la performance. pardon, la suite pour Figueiredo, tu penses qu'il a une chance pour un enfin pas pour un run au titre, pardon, pas pour un title shot, mais pour un run vers la ceinture des Bantam, je suis pas sûr non plus. Enfin, je sais pas, c'est une position bizarre, je trouve. C'est encore un petit peu tôt. Je dirais que les Bantam, pardon, quand il va commencer à croiser des mecs comme Peter Yan ou comme Cerudo, Bah, j'allais te dire, là, ce sera. on a un super Ouais, fight vas-y, contre vas-y. Cerudo en fait. Mais là, il a un Mhm, combat de bouquet potentiellement contre Merab sur la même carte que Sean O'Malley, mais ça pourrait être une mhm. opposition sympa pour moi entre deux anciens champions. Figueiredo Ouais. Cerudo, c'est un combat que moi je consomme. Et Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais de là à le voir tâter les trois premières places de la KT, ça demande un test supplémentaire. Là, hmm, pour l'instant, je trouve que Rob Font, ça a été un peu léger ouais, je suis d'accord. pour pouvoir juger Je suis d'accord. de son niveau dans cette nouvelle KT, quoi. Bon, enfin, alors c'était pour moi, Je vous écoute, monsieur. j'ai pris plaisir à évoquer et débriefer tous ces fights, hein, mais j'en pouvais plus d'arriver à ces deux derniers parce qu'on arrive dans le vif du sujet. Je vais t'appeler l'expert en lightweight, le représentant de la catégorie. Parce que je pense que si une personne connaît cette catégorie, c'est bien toi. On arrive au co-main event, Bobby Green, Jalin Turner. S'en suivra le main event entre Benil Dariush et Arman Saroukian. Le point commun de ces quatre messieurs, ils font tous partie d'un top dans lequel Benoît Saint-Denis figure. D'où l'importance de cette carte et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu as pensé déjà de ces deux finishes très rapides? Le premier de Jalin Turner. Bah, très surprenant, comme tu l'as dit, effectivement, ça a été très vite pour les deux combats. Jalin Turner, bah, finalement, la fameuse phrase de Benoît Saint-Denis, qui ose gagne, eh bien, elle s'est avérée juste. L'attitude de ce mec est bonne, je le trouve méchant, je le trouve bon à la distance, je le trouve précis. Côté sniper, comme ça, intéressant. Maintenant, je trouve que Bobby Green est complètement teubé de combattre de cette manière contre ce style d'adversaire. Je sais pas si tu me rejoins par Bien rapport sûr. à. Enfin, je sais pas si tu vois ce que j'ai en tête. Bah, comme Drew Dober, hein, ça veut dire que les mains, c'est pas que fait pour frapper. Malheureusement, c'est aussi fait pour se Tu protéger. C'est pas prends drôle, mais c'est un un peu mec marrant. qui fait 1,90 m et tu combats les mains en bas. Et tu as confiance en cette fameuse garde, tu sais, de lever l'épaule pour te protéger. Sauf que bah, avec Turner, tu sais, ça descend en venant de très haut, Bien la sûr, frappe. Tu vois ce que je veux te bien dire? sûr. Donc ça peut te passer au-dessus de l'épaule, quoi, tu Hmm, vois. hmm. Je trouve que la façon de boxer de Bobby Green était très risquée, très dangereuse. Bon, c'est facile de le dire de toute façon maintenant que le combat est terminé. Mais si ça avait été mon gars, j'aurais pas voulu qu'il combatte de cette manière, clairement. Et l'arbitre criminel? Oh, pas. Je veux même pas en parler. Je veux même pas en parler, sinon on va se faire striker la vidéo parce que je vais lui insulter sa grand-mère. C'est une honte. C'est une honte. À ce niveau-là, c'est. Tu sais, regarde s'il te plaît la réaction du coin de Bobby Green, justement au moment où il prend la frappe, qu'il tombe. Le gars fait ça, tu vois, en disant bon bah stop, stop. Et après, il comprend pas. Tu vois, il se dit putain, mais il va l'arrêter. Il veut qu'on le tue. Il veut qu'on fasse quoi en fait, tu vois. Ouais, même Dana White s'est Euh, exprimé là-dessus. Ouais, ouais, moi, je sais très bien que je, j'aime je, pas. je- J'aime pas ça. moi J'aime pas pas ça. comprendre. J'aime pas ça. C'est J'aime pas ça. impressionnant. Je sais pas ce Je qui vois se pas passe dans la l'utilité tête du parce gars. qu'en fait, non, parce que Pierre, tu sais que le gars n'a aucune chance, pardon, de revenir. Le gars se fait frapper dans le dos, le mec est dans son dos, enfin, aucune On le sait à réaction. La ce seule niveau-là. réaction qu'il a, t'as vu, c'est de mettre ses mains comme ça, de se protéger sur le côté. Enfin, tu vois, c'est pas comme s'il était dans une demi-garde ou un truc comme ça où il pouvait recomposer. Là, il a le gars dans le dos. Enfin, concrètement, tu veux qu'il fasse quoi en fait, tu vois? Moi, c'est un mec que j'ai toujours aimé, Bobby Green. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, on n'avait pas la chance de se connaître. Enfin, c'est moi surtout, je n'avais pas la chance de te connaître. Je voulais que Bobby Green affronte Fares Ziam déjà à l'époque. Je trouvais D'accord. que c'était un super combat. Ouais, c'est vrai. Et Bobby Green, entre-temps, a fait un super run. Respect à lui, mais son style est quand même, comment dirais-je, trop restreint pour pouvoir emprunter une des places du top 5. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Surtout l'âge aussi faisant et le manque de well-rounded, comme on dit, il est pas assez complet pour Ouais, moi pour prétendre voilà. à ça. Et Ouais. Jalin, avant de venir, enfin si on va vite fait aller au main event, c'est un non-main event parce que 37 ans, Bobby Green, frère. ouais, 37 ans. voilà. Bah, en parlant de mec âgé, je crois qu'il y en a un de 35 ou 34 ans qui a combattu au main event, c'est Benil Dariush. Ouais, Éteint au premier round par pareil, hein. ouais. Le retrait, il est vraiment, enfin voilà, le retrait, il est très étrange, très très ouvert.
capitalisé par Tsarukyan qui met un genou, ça tombe. Qu'est-ce que. Alors, allons, Je allons- crois que ce n'est pas le genou hein, qui fait tomber, Oui, hein. après, Je crois que c'est le crochet droit. il y a d'abord le genou et après le crochet droit, effectivement. Ouais. Mais en vrai, qu'est-ce que ça dit? Enfin, si on se base directement sur les résultats, maintenant qu'on en est là dans le classement, j'avais une question. Mhm. D'entrée de jeu, j'ai une question à te poser. Est-ce que Tsaroukian vient pas un petit peu de prendre le buzz de Benoît dans la catégorie? Ah oui, clairement, clairement, Tsaroukian, là, aujourd'hui, va rentrer dans le top 5 de la KT, à juste titre. Je pense clairement que ça peut être le prochain contender à la ceinture. Et aujourd'hui, sincèrement, personne ne peut dire qu'il ne le mérite pas. Il passerait devant Non, Gaethje? non, non. Il passerait devant Gaethje. Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, Tsaroukian, il peut rentrer potentiellement quatrième, D'accord. derrière Poirier, Gadget, Oliveira. Non, mais pour la ceinture, c'est-à-dire pour un title shot, il grillerait Ah la ouais, priorité à Gaethje. ouais, je pense, je pense. Clairement, c'est le futur. En plus de ça, tu sais, moi j'ai toujours une tendance à penser que ce qui s'est passé en coulisses avec Bobby Green n'avait rien d'improvisé. Je pense que c'est quelque chose qui était plus ou moins préparé. Tsaroukian, il a un profil un peu trop lisse. Peut-être que son manager l'a habilement conseillé et lui a expliqué qu'il fallait un peu plus de show, un peu plus d'histoire à raconter. Il a parfaitement fait le travail. Il a fait parler de lui avant le combat, pendant le combat. Maintenant, il fait parler après parce qu'il nous fait des déclarations pour aller chercher Islam Makhachev. Superbe profil. Sincèrement, rien à dire. Il fait partie de ces mecs à surveiller pour le futur, comme peut l'être Benoît Saint-Denis. Et ok, bah, du coup, en parlant de Benoît, entre Jalin Turner et Benil Dariush, déjà, est-ce qu'il y aurait une préférence ou est-ce que les deux noms seraient à exclure parce qu'on en a un qui était quatrième et qui va descendre et Ouais. un qui était exactement au même classement que Benoît, 11e ex aequo, et qui du Mhm. coup va peut-être prendre une ou deux places. Donc, il serait. Il est possible. Mais bon, ce Mhm. serait voilà. Et il y a la troisième option qui serait du coup Justin Gaethje, qui a été le call-out initial de Benoît. Du coup, où on se situe du côté BTT par rapport à la soirée d'hier et au futur du God of War. Bah, je vais te donner quelques infos. Donc, Benoît m'a appelé il y a quelques minutes. Ce que je lui ai dit, c'est que moi, j'avais besoin d'attendre mardi. Mardi sera la nouvelle mise à jour du classement de l'UFC. J'ai envie de voir quel sera le classement de Turner, j'ai envie de voir quel sera le classement de Darius, mais ni l'un ni l'autre fait partie de mes plans aujourd'hui. Maintenant, malheureusement, je suis au regret d'annoncer ça. J'aurais adoré ce combat contre Justin Gaethje. J'aurais adoré. Mais aujourd'hui, l'UFC ne peut pas organiser un combat entre le deuxième et le 11e. C'est juste pas faisable. Il faut juste respecter, comment dirais-je, on peut pas griller certaines étapes. Tu sais, tu peux pas passer de ceinture blanche à ceinture noire. Il y a des intermédiaires et on est obligé de les respecter. Il va falloir se rapprocher le plus près possible du top 5 pour pouvoir affronter un nom comme Justin Gaethje. Donc aujourd'hui, malheureusement, les chances d'affronter Gaethje sont très compromises et à juste titre, hein, je pense que tu le comprends. Mais dans le top 10, il y a un petit nom qui me plaît bien, un petit nom d'Européen que je serais très heureux de faire se rencontrer avec Benoît Saint-Denis. Il est polonais, c'est ça? Ouais, tout à fait. Mateusz Gamrot, Ouais. qui est bien classé Ça me aussi. paraît aujourd'hui, tout à fait, qui est sixième. Aujourd'hui, dans la configuration actuelle depuis les combats d'hier soir, ça me paraît euh, une des meilleures solutions pour Benoît. D'accord. Donc, Ouais. l'option Dos Anjos, on la passe. L'option Danuker, on la passe. Dos Anjos, je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucune crédibilité en fait d'affronter Dos Anjos, déjà qui n'a rien à faire ici. Je pense qu'il devrait être classé chez les 77, moi, à titre personnel. Sa hype est descendue. Dos Anjos, effectivement, moi, ça me procure pas beaucoup de sensations quand j'entends ce nom-là. Dan Hooker, j'aurais vraiment aimé qu'il puisse se rétablir le plus tôt possible, mais je l'ai vu se faire opérer et avoir un espèce de, comment on appelle ça en français, un gips, une résine autour de l'épaule, le bras, tu vois, donc je le vois pas de retour avant les 6 prochains mois. Tiens, Morgan, on va la jouer de cette manière. Tsarukian qui aujourd'hui va rentrer dans le top 5, Fiziev qui est hors des circuits pour très longtemps, Gamrot disponible, pas booké, Chandler qui lui ne se laissera booker contre personne d'autre que contre Connor. Conor McGregor, et il a raison, c'est le bonnet fight, il a tout à fait raison.
Dariush qui va descendre au classement et qui va sortir d'une défaite par conséquent qui ne va pas combattre dans les prochains mois. On ne verra pas Dariush avant cet été, je pense. Et voilà, comme je t'ai cité, Poirier, Gaethje, Oliveira, c'est un petit peu trop loin au jour d'aujourd'hui. Donc si on fait le calcul de ce que je viens de te dire, bah, je te laisse en tirer tes propres conclusions. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bah, Voilà. il me reste Gamrot ou un short notice un peu plus haut, ou bien voir un combat au rabais, quoi. Alors qu'on Ouais, vient. mais les short notice, je vais arrêter, ça, c'est terminé, ça, on va arrêter. Maintenant que Benoît est classé, on n'a plus besoin de prendre de risques. Donc, ouais, les short Ça notice, à moins dépend. que ce soit un truc Voilà. exceptionnel. Voilà. Voilà, Voilà. on Si s'est si compris. on te propose d'être backup de je ne sais qui pour je ne sais Ouais, quel. Voilà. On s'est bien compris. backup de Connor contre Chandler. T'aimerais viser quelle date pour le retour de Benoît? Ah, ça peut venir vite maintenant, hein, j'ai envie de te dire mars-avril. Mars, avril. Mars-avril, j'adorerais. Ouais, Ok. Euh, on peut le dire ou pas, ce que t'aimerais faire avant ou pas encore? je te laisse tout dire. Non, parce que je sais qu'on a beaucoup de demandes par rapport au camp qu'on avait fait au Maroc. Tu serais sur Mhm. doubler en fait la fréquence de ce show entre guillemets et cette détection, c'est ça? Donc le BTT Alors Training regarde, Camp. Benoît Saint-Denis m'a contacté parce que il aime beaucoup le coach de lutte ici en Bulgarie. On a la chance de travailler, nous, la BTT, avec le coach de l'équipe olympique nationale de Bulgarie. Donc autant te dire que c'est du très très haut niveau. Et Benoît voulait venir se préparer, s'entraîner avec lui, etc. Donc du coup, nous est venue l'idée de faire un pré-camp d'entraînement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on organise un camp d'entraînement de Benoît Saint-Denis sans avoir de date ni d'adversaire. Mais d'ici le mois de février qu'on organise ce camp, très certainement on aura beaucoup plus d'informations sur son prochain combat, qui je l'espère, comme je l'ai dit, sera au mois de mars ou au mois d'avril. Donc du coup, je vais essayer de faire venir une dizaine, pas plus, de combattants entre 66 et 77 kilos pour pouvoir servir de sparring partenaire à Benoît Saint-Denis. Donc j'espère pouvoir réunir les mecs de la BTT, style Noah Gugnon, style Amin Ayoub, style Ilyes Diroun, style, enfin tu vois, tous ces mecs-là qui performent. Et, euh, et quitte à faire quelque chose qu'on aime, bah autant tout réunir d'un seul coup et on va organiser peut-être, c'est en cours d'organisation, un nouveau camp de détection pour les amateurs, donc en Bulgarie. Et voilà, on va faire les deux en un en fait. Je La le, préparation je de le Benoît rap- Saint-Denis. je voulais juste le rappeler, le camp du coup qui consiste un groupe d'amateurs qui s'entraînent toute la semaine, qui combattent à la fin, et les meilleurs prospects gagnent entre guillemets un contrat professionnel avec la BTT pour être managés du coup par vos soins. Ouais, je peux pas en parler pour l'instant parce qu'on n'a rien d'officiel de signé, mais il se peut que un des capitaines des deux équipes soit comment dirais-je, un nouveau jeune combattant qui a fait déjà beaucoup pour le MMA français et dont son, comment dirais-je, son surnom comporte TV à l'intérieur. Voilà. Ils vont croire que c'est moi après. Ah, c'était pas méchant le Maroc, Si, c'était très bien. C'était très c'était bien. Bah, je incroyable. pense que ça a plu aux gens. C'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes et je me suis permis de t'en parler. Voilà, je veux déjà te remercier, je veux remercier votre travail et je veux le mettre en lumière. Le reportage que vous avez fait sur le Maroc est absolument incroyable. A été vu quand même de nombreuses fois. On est ravis des résultats. Et j'ai reçu depuis ça de nombreux, énormément de messages qui nous demandent quand est le nouveau camp amateur. Donc c'est aussi grâce à vous. Merci à vous les gars. Donc j'espère qu'en échange, je peux apporter ma légère contribution et inciter chacun d'entre vous qui regardez ce podcast à vous abonner, à partager tout ce qu'il y a à partager, à liker, à faire tout ce qui peut apporter de la force à NoSense TV parce que vous faites un gros taf et merci à vous pour ça. Et les gars, tenez-vous prêts parce que dimanche prochain, il y a une nouvelle vidéo qui sort et celle-ci, elle va être belle gosse aussi, hein. Ouais, elle va être cool. Elle va être cool. En infiltration, comme on dit. Tu devrais en rajouter un mot ou deux parce que ça peut être un peu tendancieux, comme tu dis, en infiltration, quoi, tu vois. Dis ce que tu Non. as infiltré parce que Euh, sinon ça peut être un peu. une organisation de combat très violente. Je dis pas MMA parce Ouais, que c'est pas du MMA et tu vois, je veux pas spoiler, donc voilà, allez. ils verront, mais ça va être très 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 intéressant et enrichissant pour les passionnés de violence. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à la chaîne et à aller suivre notre invité sur ses réseaux sociaux, Guillaume Pelletier, Giom, c'est important.
Nous, on va se retrouver très bientôt aussi pour d'autres analyses et j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. Merci à vous tous, les gars. Ciao, ciao.